Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur un sujet qui est tout à fait passionnant et important. Il me revient d'introduire très très brièvement parce que nous avons un panel tout à fait remarquable et nombreux qui va s'exprimer sur cette facilité de résilience et de, euh, et de soutenabilité. Je suis heureux de l'introduire parce que nous avons au sein de la FERDI une double raison de le faire. L'une, c'est le partenariat qui nous lie à la Banque de France et cet événement prend place dans les événements que nous organisons en commun avec la Banque de France. Et d'autre part, euh, ce séminaire s'inscrit également dans la série des événements et documents que nous préparons dans le cadre de la chaire Architecture internationale du financement du développement, qui est soutenue notamment par le Trésor, que je salue ici en la personne de William Ross. Et c'est grâce à leur confiance que nous avons pu mener une série de travaux qui viennent d'être d'ailleurs publiés dans leur première phase sous par la Ferdi et dont on vous fera passer une copie sur les propositions faites par la Ferdi à l'occasion du sommet de Paris en juin dernier. Et donc, nous sommes engagés dans une seconde phase et les nouveaux instruments de l'architecture, dont celui-ci est un des plus remarquables, tiendra une place évidemment importante dans nos travaux. Voilà. Alors, comme je dois être bref, je dirais juste pour planter le décor en quelque sorte, dire, face aux chocs de plus en plus nombreux et importants auxquels les pays en développement et notamment les pays à faible revenu ont à faire face, il y a deux attitudes. L'une qui est de compenser les pertes résultant de ces chocs et l'autre d'essayer de prévenir. Une attitude ex ante, une attitude ex post et une attitude ex ante. Et je dois dire qu'on s'est beaucoup battu dans les années passées pour essayer de faire prendre en compte cette dimension préventive de la vulnérabilité et de construire la résilience à travers les modalités d'allocation des fonds concessionnels des banques multilatérales de développement. Valérie Dabadi s'en souvient pour nos efforts du côté de la Banque africaine et du côté de la Banque mondiale pour AIDA de même. Et les choses, je dois dire, ont avancé très très lentement à cet égard, malgré les efforts que nous avons faits, que plusieurs des pays membres ont fait pour soutenir cette idée. Et il y avait donc la mesure curative, compensation des chocs, toutes les facilités du Fonds monétaire qui ont été bien utilisées pendant les chocs Covid et les chocs, je dirais, géopolitiques récents. Mais en même temps, il y avait cette insuffisance de prendre en compte de la résilience et d'avoir une action préventive. Et fort heureusement, le Fonds monétaire a été finalement plus réactif que la Banque mondiale à cet égard, puisque que la facilité de résilience, c'est à la fois quelque chose qui est adossé, accordé avec les activités courantes du Fonds monétaire, mais en même temps, c'est une facilité qui a une vocation de prévention et de construction de la résilience. Donc, c'est un outil très, très intéressant, très original, qui se trouve être au Fonds monétaire parce que c'est là qu'il y a eu la capacité de réaction la plus grande, mais à mon avis, qui n'est pas non plus suffisant pour construire totalement cette résilience. Et je crois que, il y a des mesures parallèles qui devront être prises du côté des banques multilatérales de développement. Voilà, pour cadrer le décor et indiquer notre intérêt très grand pour ce panel, pour lequel nous avons tout à fait éminent que je remercie d'être là. Je laisserai Bruno introduire les panélistes. Je me contenterai, mais ce n'est pas le peu, Magali Rio et William Ross qui vont en quelque sorte présenter le sujet, les enjeux. Magali Guillot, qui est directrice adjointe de la direction des politiques européennes et multilatérales à la Banque de France, merci d'être là. Et William Ross,
notre compagnon de toutes les semaines maintenant, est le chef du service des affaires multilatérales et du développement à la Direction générale du Trésor. Leurs interventions sont très attendues. Euh, je- pour être transparent, je veux dire que William Ross, compagnon toutes les semaines, parce que nous étions ensemble à Clermont, il est venu avec la ministre Chrysoula Tseropoulou inaugurer le pôle clermontois de développement international. Et nous en sommes aussi pour cela reconnaissants. Donc, Madame Gillot, si vous voulez prendre la parole en premier. Merci Patrick. Bonjour à tous. Je tenais en premier lieu à remercier chaleureusement les panélistes qui ont accepté de participer à ce webinaire, ainsi que nos co-organisateurs et bien sûr l'ensemble des participants qui sont aujourd'hui avec nous. Donc, je vais vous présenter brièvement les caractéristiques du RST, qui, il faut bien le dire, est un succès pour le FMI et donc pour la communauté internationale. Je vais vous présenter aussi ce qu'il apporte en tant qu'avancée et les voies d'amélioration, tout cela dans une perspective de banque centrale. Ce projet collectif a été porté par plusieurs directions de la banque, dont la nôtre, mais également par nos collègues du Trésor, bien sûr, sous la direction de William, qui prendra la parole après moi. Je fais un petit clin d'œil à Fabio Grieco, notre économiste en charge des questions FMI, qui s'est beaucoup investi sur ce sujet. Merci à lui. Donc, je vais commencer par un bref rappel sur la création du RST et son opérationnalisation. Donc, c'est un instrument qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI le 13 avril 2022 pour une création effective au 1er mai. La France a joué un rôle très actif dans sa création, mais également dans son financement, en contribuant rapidement au lancement du RST à hauteur de 3 milliards de DTS, avec une contribution budgétaire de l'équivalent en euros de 50 millions de DTS, et en appelant également tous les membres en capacité à le faire. Les objectifs de ce nouveau véhicule ont été initialement limités au climat et à la santé, sous l'aspect préparation aux pandémies, parce qu'ils ont été jugés les plus mûrs, mais il a été acté à l'époque que la revue intermédiaire qui va bientôt intervenir en mai, donc après 18 mois d'activité, pourrait être l'occasion d'étendre le périmètre du RST. L'important, et nous le verrons par la suite, a été sur ce point de s'assurer de l'établissement à venir de principes de coordination avec la Banque mondiale et l'OMS, en particulier pour les conditionnalités. Concernant l'éligibilité, donc c'est un instrument qui est le RST innove puisqu'il cible un périmètre large de 143 pays, incluant les pays à revenus faibles, les pays, ce qu'on appelle les LICS, les pays à revenus intermédiaires, les MIX, et les petits États en développement, les SDS. La formule se basant sur un seuil de revenus plus souple en fonction de la taille de la population. Parmi les points centraux, je soulignerai donc l'accès. La limite cumulée a été placée à 150% de la quote-part au FMI ou 1 milliard de DTS, ce qui soulève inévitablement la question de la pertinence des montants pour les pays à faible quote-part au regard des financements énormes liés au climat qui sont à couvrir. Deuxième point, l'octroi d'une ligne de crédit par le RST est conditionné à celle d'un programme de type ce qu'on appelle Upper Credit Tranche, ce dernier incluant également des instruments précautionnels comme la Flexible Credit Line ou des instruments non financiers, ce qu'on appelle les Policy Coordination Instruments ou les Policy Support Instruments, qui ne sont pas liés donc à un financement. Troisième point, l'adoption de la différenciation entre les taux selon les 3 groupes de pays avec une concessionnalité plus forte pour les pays à faible revenu qui a été retenue. Notons que également une maturité particulièrement longue des prêts, 20 ans, dont une période de grâce de 10 ans et demi, et la non-comptabilisation de l'accès au RST dans le calcul des seuils de mise en œuvre des cadres d'accès exceptionnels au compte général de ressources et au trust PRGT, et pour le dispositif également des surcharges. Donc, le RST est un instrument de financement qui présente de nombreux avantages. Il est innovant, il est bien ciblé, il est très complémentaire des autres instruments existants. Ceci étant, comme tout instrument nouveau, il est perfectible. Nous avons mené une réflexion sur les pistes d'amélioration possibles en examinant les 11 premiers programmes qui ont servi de pilote. Nous sommes passés depuis à 17 programmes actifs à fin février 2024. Alors pourquoi cette réflexion ?
En premier lieu, parce que pour alimenter la revue intérimaire qui se tiendra donc en mai, mais également en deuxième lieu parce que la robustesse du RST est un élément important pour les banques centrales et en particulier pour celles de l'eurosystème, pour lesquelles le Conseil des gouverneurs a validé en septembre 2022 le cadre légal d'action au sein duquel les banques centrales nationales peuvent prêter au RST sous réserve que les prêts accordés aux comptes de prêt et aux comptes de dépôt présentent les caractéristiques d'actifs de réserve, c'est-à-dire en termes de liquidité et de qualité, mais également au regard de l'article 123 relatif à la prohibition du financement monétaire. Alors, dans ce contexte, quelles sont les recommandations qu'on peut faire? Pour commencer, une des recommandations principales que l'on peut formuler serait de mieux documenter et justifier les hauts niveaux d'accès selon la qualité et l'ambition des mesures de réforme, de manière à, d'une part, dans une logique d'équité et de traitement entre les États, mieux objectiver les niveaux d'accès accordés à un pays, et d'autre part, à produire d'importants changements de politique dans la bonne direction et à renforcer le signal envoyé aux autres acteurs. Dans l'optique d'atteindre une mise en œuvre plus ambitieuse et efficace des mesures de réforme, l'idée serait aussi de réfléchir à l'exigence de concomitance entre un programme Upper Tranche Quality et RST. Actuellement, il y a une exigence de période de recoupement, d'overlap, de 18 mois entre les programmes RSF et, c'est-à-dire la facilité placée sous RST et les programmes UCT. Donc, afin d'accorder davantage de temps aux pays récipiendaires pour mettre en œuvre les réformes qui ont été décidées dans le cadre du programme de la RSF, surtout lorsqu'elles sont ambitieuses, le FMI pourrait soit considérer de permettre de poursuivre un programme RSF, même après la fin du programme UCT concomitant, tout en maintenant l'exigence de 18 mois minimum de concomitance, ou bien encourager les États à poursuivre avec un programme UCT sans financement, par exemple un PCI ou quelque chose de moins lourd. Enfin, on ne saurait trop insister sur l'importance de la collaboration entre le Fonds et la Banque mondiale ou d'autres institutions selon les cas. Le Fonds doit se coordonner avec les autres acteurs, mais sans pour autant avoir un rôle de leader finance verte auprès des bailleurs de fonds. Le caractère catalytique du FMI, soit le fait que ces financements déclenchent des flux financiers d'autres acteurs, doit surtout passer par le signal de crédibilité donné aux politiques conduites par le pays récipiendaire et la solidité des réformes demandées. Voilà. Et je passe la parole à William. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Magali. Tu as déjà bien parfaitement présenté le cadre. Je reviendrai juste sur le fait que le RST, c'est issu d'abord d'une allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux, hein, les 650 milliards de dollars. Et le constat qu'on a tous fait collectivement, qu'il y avait des DTS qui resteraient inutilisés ou pas utilisés à plein, notamment voilà, surtout dans les pays riches, les pays qui n'ont pas de problème de balance des paiements. Et donc, on avait, on avait l'outil PRGT qui avait déjà été construit pour absorber des prêts de DTS, de telle sorte, comme tu l'as dit, Magali, de préserver le statut d'actif de réserve et donc pour que ça puisse se faire. Et quand on s'est dit, bon, et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, en complément, parce qu'une partie des DTS récemment alloués, on les a dirigés vers le PRGT. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Très vite, on a vu que ça prendrait plus de temps, que c'était plus compliqué du côté des banques de développement de créer le même système que celui du PRGT où suffisamment de pays se sentent confortables pour faire des prêts de DTS. Et c'est pour ça que le RST, je dirais, est au FMI et du coup attaché aux règles du FMI avec une optique balance des paiements. C'est parce que là, on savait, grâce au PRGT, qu'on était capable d'être à l'échelle. Au niveau politique, on a eu cette ambition de mobiliser jusqu'à 100 milliards de dollars de DTS. On y est arrivé, on l'a même dépassé. Et ça s'est associé à des subventions, hein, comme l'a dit Magali, du côté du PRGT pour pouvoir bonifier les taux d'intérêt et du côté du RST pour construire très vite un des volets du système de garantie. Alors, le RST, il a effectivement changé, enfin contribué à développer une approche de plus long terme, je pense, pour le FMI,
comme l'a dit Magali, avec des prêts plus longs, une approche beaucoup plus structurelle et de long terme des enjeux de balance des paiements, et de consolider aussi quelque chose qui était déjà en cours, qui s'était déjà développé sur la place du climat au sein du FMI. Et ça a permis aussi de renforcer la collaboration entre le FMI et la Banque mondiale et d'autres banques de développement sur le constat en termes d'enjeux climatiques pour les différents pays. Donc, il a vraiment joué un rôle catalytique et on l'a vu récemment dans le cas du Bangladesh où on a pu montrer à quel point le RST avait contribué aussi non seulement à mobiliser des banques de développement multilatérales, mais aussi, par exemple, l'Agence française de développement, avec une approche globale des enjeux climatiques. Donc, au G20 aujourd'hui, on continue à suivre de près cette mobilisation de DTS, cet essor du PRGT, ce développement du RST. Et votre panel est parfaitement construit pour répondre à une des attentes fortes du G20, qui est de regarder le RST du côté des bénéficiaires. Et donc, on a des travaux en cours et vraiment, votre panel contribue à regarder cela, non pas uniquement sous l'angle de comment nous, on pouvait mobiliser nos DTS, mais aussi concrètement comment le RST se positionne dans les pays bénéficiaires et quel est leur point de vue. Et je terminerai en mentionnant qu'on continue à travailler sur l'option de mobilisation des DTS vers les banques multilatérales. Donc, il y a les banques interaméricaines et banques africaines qui ont développé depuis maintenant pas mal de temps une structuration et les discussions sont en cours pour pouvoir avancer sur ce point. Certains pays, certaines juridictions ne peuvent pas, compte tenu de leur réglementation, contribuer, mais il y a un nombre minimal, je dirais, mais un certain nombre de pays membres du G20 et hors G20 qui regardent vraiment très activement ce type d'options et la France est prête à y participer, non pas avec nos DTS, mais en apportant une garantie dans le mécanisme. Voilà, je m'arrête là et très très intéressé par la discussion qui va suivre. Bruno, tu prends. Merci beaucoup, William. Et Magali, c'était vraiment très lumineux la présentation que vous avez faite et de la logique et de l'origine de ce mécanisme tout à fait innovant. Bruno, tu vas prendre la Merci. suite. Oui, merci beaucoup Magali, merci William et merci Patrick pour l'introduction de ce séminaire. Effectivement, il nous a semblé pertinent de regarder ce nouvel instrument du FMI qui bénéficie maintenant, comme l'a dit Magali, à 17 pays d'échanger autour d'une table ronde virtuelle. Autour de cette table ronde virtuelle, nous avons l'honneur d'avoir M. Adama Coulibaly, le ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, qui devrait arriver dans quelques minutes. Nous avons Mme Pauline Charazak, représentant le ministre des Finances de la République de Maurice, qui n'a pas encore demandé de facilité de RSF à bénéficier de cet instrument, mais l'île Maurice présente une particularité puisque c'est un des États qui finance, des États du Sud qui finance par réallocation de ces DTS, recyclage de ces DTS, le Fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Nous avons Madame Valérie Dabadi, responsable de la mobilisation des ressources et partenariats à la Banque africaine de développement. Madame Frédéric Roder, qui est vice-présidente du Global Policy and Advocacy Global Citizen, qui donc nous donnera le point de vue d'une ONG. Et enfin, et bien sûr, le Fonds monétaire international en la personne de Madame Prita Mitra, qui est chef de division dans cette institution.
Euh, Si vous le voulez bien, compte tenu du fait que M. Koulibaly n'est pas encore en ligne, Madame Dabadi, je vais commencer par vous donner la parole en vous posant la question à la fois de l'évaluation par la Banque africaine de développement de cet instrument et aussi de la question sur les enjeux en matière de coordination de l'action des différents acteurs à travers cet instrument et sur les problématiques que traite cet instrument, qui sont des problématiques évidemment clés, à la fois la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les pandémies. Et est-ce que cette coordination peut être assurée par les plateformes pays? Madame Dabadi, je vous laisse la parole pour une douzaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur Cabriac. Merci donc à tous les participants, à tous les membres du panel. Euh, donc, pour commencer, je pense que ça aurait été très intéressant d'avoir le point de vue peut-être des pays avant, mais je vais lancer quand même le débat en donnant peut-être le point de vue d'une banque multilatérale de développement. Je pense qu'en premier lieu, nous pouvons féliciter cet instrument et aussi l'initiative de la FMI pour avoir mis en place ce fonds. Je pense que ce matin, peut-être certains de vous ont entendu à la radio que l'année passée a été en fait l'année la plus chaude dans notre histoire. Et je vous parle d'Abidjan, où on a aussi eu le premier trimestre qui a été le plus chaud de notre histoire. Il y a une canicule donc qui continue. Donc, au niveau quand même du pourquoi de ce fonds, je pense que c'est tout à fait donc pertinent et encore une fois, donc je peux que féliciter le fait donc qu'elle a été mise en place. L'orientation, bien sûr, au niveau du climat également, donc des pandémies. Je pense que c'est aussi très important, approprié. Par la suite, bien sûr, de la mise en place, nous avons eu, on appelle ça l'état ou l'avènement des polycrises qui ne cessent donc de se succéder. Euh, pour le moment, donc, on se focalise sur le climat. Déjà, je pense que c'est un gros morceau, c'est quelque chose qui est très, très important, surtout pour les pays africains, ben, bien sûr pour tous les pays, mais particulièrement donc, pour les pays africains, parce que je pense que le chiffre que reçoivent les pays africains au niveau du financement global de climat, ça représente que 3% en fait du financement global. Et malheureusement, donc, nous savons qu'on est très touché en Afrique par le changement donc, climatique. Je vais parler donc peut-être brièvement sur l'éligibilité et les pays en fait qui ont déjà bénéficié du financement. Nous avons donc, je pense à la date du début février, 17 pays, donc 10 qui sont des pays africains. Je pense aussi que c'est un très bon nombre, un très bon chiffre. Et parmi ces pays, nous avons également donc des pays parmi les plus pauvres et également des pays à revenus donc intermédiaires, ce qu'on appelle des mix. Tout que c'est important parce qu'il y a un débat quand même euh, qui est, je pense, de nos jours important, qui est comment faire en sorte que tous les pays touchés peuvent en fait avoir accès à des financements pour le climat. Euh, les pays à revenus intermédiaires vous diront, oui, on a peut-être plus de ressources que les pays LIC. Par contre, on est tous touchés et nous avons aussi besoin de recevoir des fonds concessionnels pour un peu motiver, pour qu'on puisse prendre des actions idoines contre donc, le changement climatique. Je pense que aussi au niveau des montants,
les premiers pays donc, ont reçu le maximum qui était donc à peu près, je pense, entre 120 et 150, avec 150 qui est le maximum. Donc là, je parle du Bénin et le Rwanda. Mais ceux qui ont reçu, je pense, plus récemment, ont reçu peut-être une plus petite part. Et là, je pense qu'on doit revoir cette question de quels sont les montants, en fait, que les pays peuvent accéder. Alors, cependant, on sait aussi que les besoins en financement climatique sont assez importants, qu'il existe un très grand gap entre les financements qui sont mis à disposition et les montants. Et donc, pour cela, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que le RST, c'est une partie des ressources qui sont mises à disposition, qu'on doit absolument aller taper à toutes les portes pour trouver des financements qui sont complémentaires pour les pays. Il y a des chiffres qui sont donnés qui sont complètement, je pense, hallucinants. Si ce n'est pas 2 milliards par an jusqu'à 2030 que pour les pays en voie de développement pour le climat. Mais je pense que ce qu'on doit retenir, c'est tout simplement qu'il y a un gap énorme entre les montants qui sont disponibles et les besoins. Avec cette idée, je pense que je vais passer peut-être à la question de la collaboration qui me semble tout à fait donc, importante. Chacun travaille, je vais dire peut-être avec ses propres politiques dans son périmètre. Vous savez, nous sommes une banque de développement, on ne se focalise que sur l'Afrique, mais il y a des autres acteurs, je pense aussi importants, qui travaillent sur l'Amérique latine, en fait sur tout le monde. Et je pense qu'il est très, très important que nous ayons entre ces acteurs de financement une collaboration. Je pense que c'est le professeur Guillemot qui l'avait mentionné en introduction quand il parlait de la collaboration entre la Banque interaméricaine dans le développement et la Banque africaine de développement au niveau en fait, du développement de ce nouveau produit qui est le capital hybride. Parce que ceci, donc, on n'aurait pas pu arriver, je pense, à ce stade où on a, si je peux le dire, une acceptation, en fait, de cet instrument. On n'aurait pas pu arriver à ce stade sans avoir collaboré avec des autres partenaires. Et on n'est pas les seuls, les MDB ne sont pas les seuls acteurs. Il y a des fonds verticaux, il y a des autres acteurs. Et là, je pense qu'il est aussi très important à souligner que pour les pays, surtout les pays qui sont les plus pauvres, quand on a devant nous une multiplicité donc, de banques de développement, de banques peut-être qui sont des banques nationales, des fonds verticaux, des autres sources donc, de financement, il est, je pense, aussi important de se focaliser sur la partie financement pour les pays, mais également sur la partie assistance technique de comment on peut les aider à comprendre quelles sont les règles pour accéder à tel ou tel financement et comment faire en sorte qu'on leur rend la vie un peu plus facile. Si vous avez déjà des problèmes techniques où vous n'avez pas peut-être un ministère du climat, de l'environnement qui est, je pense, assez développé, qui comprend bien, si vous voulez, les règles du jeu, il est aussi vraiment difficile de faire le nécessaire, de répondre peut-être à des appels à proposition, de rédiger même les demandes de financement, de tout ce qui va avec, en fait, pour arriver à avoir du financement. Et une fois, bien sûr, que vous avez ce financement, maintenant, il faut savoir comment bien le gérer. Quand on pense à l'enjeu climatique et comment un gouvernement doit tout d'abord s'engager
au niveau national avec les différents acteurs pour expliquer pourquoi qu'il faut un changement au niveau de comportement face à un péril qui peut-être un péril parmi les autres ou parmi tant d'autres que vous en avez. Comment vous faites l'arbitrage entre l'argent qui doit partir pour le climat contre, je vais dire, l'agriculture ou l'assainissement et tant d'autres choses. Même les pays aussi ont besoin à leur niveau, je pense, une assistance technique parce que franchement, les enjeux du climat et cette problématique, même pour les pays les plus développés, c'est assez compliqué. Et je pense aussi à ce niveau, il faut prendre ça en compte. Nous avons parlé des conditions, des prêts, de qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour accéder à des prêts. Et là, vous avez quand même peut-être, je ne dirais pas une contradiction, mais si les pays vont utiliser donc le RST, c'est parce qu'ils ont un besoin et en même temps, vous allez pousser pour des réformes. Et on sait tous que normalement, les réformes, vous avez une partie qui sont quasiment déjà remplies ou qui sont déjà, je veux dire, à peu près, donc les pays peuvent les faire, mais en même temps, vous voulez quand même insister sur un certain nombre de réformes. Donc, il faut trouver, je pense, un bon équilibre entre ce qui ne sera pas trop difficile pour un pays donc d'atteindre pour pouvoir décaisser des fonds qui sont nécessaires et en même temps, toujours garder un peu on va dire, de pression pour arriver à avoir des réformes qui, sur le long terme, vont faire la différence pour atténuer, stopper, étudier sur le changement climatique. Là, je pense qu'il est aussi important de parler un peu du capital hybride de cette proposition. Je pense que l'innovation quand même occupe une place prépondérante dans notre stratégie financière de la BAD et c'est quelque chose qu'on fait depuis, je pense, des décennies et qu'on continue à faire. Il est important aussi d'accompagner le pays et d'essayer de leur donner le maximum au niveau de ressources. Donc, le capital hybride, on va continuer à engager et à coordonner avec des autres partenaires importants, des autres MDB et tout. Et on espère quand même arriver à une on va dire, à une conclusion et une solution donc, qui a nos clients, franchement, à notre cœur. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. J'espère que je n'ai pas trop abusé du temps de parole. Et voilà, je redonne la parole. Merci. Pas du tout, madame. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Je vais tout de suite donner la parole à Pauline Charazak, donc, qui représente le ministère des Finances de la République de Maurice, avec deux questions. La première, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est que Maurice est un des pays du Sud qui a décidé de recycler ses DTS pour financer une des facilités du FMI qui va vers les pays à faible revenu, qui est la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Ma première question, c'est quel signal veut donner l'île Maurice à travers ce geste généreux. Et ma deuxième question, c'est pour l'île Maurice, est-ce qu'elle envisage de recourir à la facilité RSF et est-ce que dans ce cas-là, comment ça peut l'aider à financer ou à concevoir sa contribution nationale déterminée pour l'accord de Paris? Madame Charazak, je vous laisse tout de suite la parole. Merci Bruno pour ces questions. Chers panélistes et chers participants connectés en ligne, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de représenter le
Monsieur le ministre des Finances, qui a souvent plaisir à partager l'expérience mauricienne sur les plateformes à la fois de la Banque de France et de la FERDI que nous trouvons toujours très intéressantes et dont vraiment le partage d'expérience et la coopération sont au cœur. Si vous le voulez bien, avant de répondre concrètement aux questions qui m'ont été posées à la fois sur le Resilience and Sustainability Trust ainsi que sur le Poverty Reduction and Growth Trust, je voudrais replacer un petit peu le débat autour de ces instruments de financement de la résilience et de la durabilité dans le contexte de l'île Maurice, qui, comme vous le savez, est un petit État insulaire en développement et qui est particulièrement vulnérable au risque du changement climatique et notamment d'une part à l'élévation du niveau de la mer. On sait que en moyenne, les pays sont impactés à hauteur de 3,5 mm par an. À Maurice, c'est quasiment le double, avec une montée des eaux qui s'établit plutôt autour des 5,5 mm par an. Donc, il y a vraiment un enjeu physique pour le pays qui est très important. Un autre point également de la vulnérabilité mauricienne, c'est à la fois l'augmentation de la fréquence, mais aussi l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Vous l'avez peut-être vu malheureusement sur vos écrans de télé depuis le début de l'année. Maurice a été largement impacté par les cyclones et notamment par le cyclone Bellal. Donc ces effets, finalement, ils font peser à la fois des risques sociaux et des risques économiques sur notre pays. Et je crois qu'on s'est tous accordés aujourd'hui pour le dire. Et c'est vraiment là le but de notre participation à ce panel. C'est que le coût d'une non-réponse est hautement supérieur à la prise en charge concrète d'une thématique et d'un enjeu aussi grand que le changement climatique. Et c'est en ce sens que Maurice est pleinement mobilisé à la fois comme un acteur pouvant apporter des solutions et également comme un réceptacle du changement climatique contre lequel nous devons tous lutter ensemble. Et c'est peut-être aussi par cela que je voudrais indiquer qu'au niveau de Maurice, on a des objectifs nationaux qui vont au-delà des accords de Paris. Pour en citer un par exemple, notre objectif en matière d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, c'est de passer de 40 à 60% d'ici 2030 et d'éliminer complètement le charbon à la même échéance. Donc, et bien sûr, derrière ces objectifs, il y a un aspect de financement qui est très important et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Au niveau de Maurice, la contribution déterminée nationale s'évalue à 6,5 milliards de dollars. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente en termes de notre PIB, nous avons un besoin de financement qui s'établit à hauteur de 50% du PIB mauricien d'ici 2030. Donc c'est évidemment énorme et la plus grande partie de ce besoin sera consacrée à l'adaptation. 4,5 milliards pour l'adaptation et 2 milliards de dollars pour les mesures de mitigation. Donc, vraiment pour faire face à cette stratégie, et c'est vraiment dans le sens des instruments qui ont été mis en place par le FMI, notamment le RST, Maurice a tablé sur une stratégie de reprise forte de la croissance. Et le gouvernement de l'honorable Premier ministre Jagnnauth et du ministre des Finances, Dr Padayachi, ont vraiment voulu que cette croissance post-Covid qui s'est évalué à 8,9% en 2022 et à 7% en 2023, permettent de créer ces nouveaux espaces fiscaux pour lutter contre le changement climatique. Donc, c'est dans cette stratégie et en ayant aussi bénéficié des outils du FMI de la crise, notamment des DTS, que Maurice s'est dans une première phase l'année dernière, intéressé de près au fonds de réduction de pauvreté et de croissance du FMI. Et donc, en octobre dernier, à l'occasion des réunions annuelles qui se sont tenues à Marrakech, comme vous le savez, l'île Maurice a souhaité donner un message fort, presque un message sud-sud, en disant Maurice est impacté, mais Maurice veut aussi contribuer, pas que pour elle, mais aussi pour les pays, ses voisins et ailleurs. Et donc, la République de Maurice a versé 1 million de ces DTS pour contribuer au financement des comptes de subvention du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et de la croissance. Et c'est vraiment un signal de solidarité fort qui a été envoyé à cette communauté mondiale vis-à-vis d'un enjeu dont nous sommes tous affectés.
Et c'est une transition qui m'amène à parler du second point que Bruno, vous mentionniez, celui de la question du Resilience and Sustainability Trust, qui est effectivement une question qui est tout à fait à l'étude en ce moment. Sans vouloir m'avancer, je pense que les autorités mauriciennes prendront l'occasion des rencontres de printemps qui auront lieu la semaine prochaine à Washington pour vraiment discuter de ce point avec les équipes du FMI et voir comment on peut mettre des mécanismes en place pour pouvoir allouer à nouveau une partie des SDR qui avaient été transmis à Maurice au début de la Covid et pouvoir en fait les recycler et en faire profiter la communauté internationale au sens large. Et c'est vraiment un point, je crois que les autorités mauriciennes souhaitent mettre en avant, c'est ce sens de communauté internationale. On a ces outils, on a ces instruments du FMI, d'abord les DTS, maintenant ces deux fonds, celui de la réduction de la pauvreté et celui du fonds de résilience et de durabilité. Et c'est vraiment des outils intéressants qui rebattent un petit peu les cartes du FMI en voyant vraiment ces enjeux de long terme et en permettant un accompagnement important, individualisé des pays qui sont en demande. C'est d'autant plus louable cette initiative qu'elle va vraiment dans le sens de la réalisation des objectifs du développement. On sait que cette réalisation dans la fenêtre, dans l'agenda alloué, permettrait de générer plus de 12 milliards de dollars de débouchés commerciaux et près de 380 millions d'emplois dans le monde. Donc je crois que même si on est un petit pays, Maurice, ça vaut la peine de se mobiliser tous ensemble à travers des outils vraiment innovants et intéressants tels que le RST. Merci beaucoup, Pauline, et merci pour cette euh, note d'optimisme avec effectivement une solidarité sud-sud à travers des instruments du FMI. Si on se reporte quelques années en arrière, eh bien, ça paraîtrait tout à fait étonnant. Mais c'est quelque chose qui marque à la fois les changements du FMI et puis les changements de perception au sein du Sud global, qui aujourd'hui se vit effectivement comme une zone aussi de solidarité. Donc la solidarité n'est pas seulement entre les blocs, mais à l'intérieur des blocs. En attendant que le ministère des Finances de la Côte d'Ivoire puisse se brancher, car ils ne sont pas encore en ligne, je vais me permettre de passer la parole à Madame Friederike Roder pour que elle nous donne un petit peu la vision des ONG vis-à-vis de ce nouvel instrument du FMI et sa vision aussi de savoir si et comment on peut créer les outils dans l'architecture financière internationale suffisants pour permettre le développement durable des pays, notamment des pays à faible revenu. Avant de vous passer la parole, Mme Friederike Roder, je voulais indiquer à l'ensemble des participants à ce webinaire qu'ils peuvent poser des questions sur le chat et on essaiera de sélectionner un certain nombre de questions et auxquelles M. Ishak Diwam, directeur de la recherche du Finance for Development Lab, qui va conclure ce séminaire, essaiera de répondre en fin de session. Madame Roder, la parole est à vous pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à cette discussion très intéressante et importante juste avant les réunions du printemps. Ça a été dit, mais je souhaite le souligner parce que ça a été en effet très important. Le RST a été, ou disons, la décision déjà d'émettre des DTS par le FMI à la suite du Covid a été une décision qui a été prise assez rapidement.
et donc par la suite aussi la mise en place du RST. Et je pense que ça a été une des réponses fournies avec la pandémie qui ont permis aussi de donner un coup d'accélérateur à toute cette discussion de la réforme du système financier. Et en effet, un développement qu'on n'aurait pas pu imaginer, je pense, quelques années auparavant. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons beaucoup soutenu côté Global Citizen, mais aussi d'autres partenaires de la société civile, bien évidemment. Et c'est quelque chose que nous continuons de soutenir. Et dans ce cadre-là, c'était, je pense, juste peut-être il y a 3 semaines, on a en effet dépassé la barre des 100 milliards de dollars en DTS, du coup promise à la réallocation. Donc, il s'agit ici d'un engagement qui avait été pris par le G20 suite à cette décision du FMI d'émettre de nouveaux DTS. Un engagement très important parce que la majorité des DTS vont dans des pays riches qui n'avaient pas forcément le besoin d'utiliser des DTS pour faire face à la crise. Et donc là, tout récemment, on a enfin dépassé la barre des 100 milliards grâce à un vote du Congrès américain. Il y avait encore cette part-là qui nous manquait. On était à 87 milliards avant. Le gouvernement américain avait déjà promis 21 milliards, mais il manquait l'approbation du Congrès qui est intervenue, il me semble, quelques semaines seulement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, et je pense que c'est important de le souligner ici, c'est que d'avoir ces promesses et, disons, d'atteindre sur le papier les 100 milliards, c'est une chose. Après, il y a plusieurs étapes où là, du coup, nous espérons que les choses vont s'accélérer maintenant. C'est que, d'une part, il ne nous faut pas seulement des promesses des pays qui sont prêts à réallouer leur DTS, mais il faut surtout qu'ils transfèrent réellement leur DTS. Donc, par exemple, au PRGT qui avait déjà été mentionné, auquel l'île Maurice a aussi participé, et bien évidemment au RST. Et là, si des données dont nous on dispose, on voit que seulement 31,5 milliards, donc environ un tiers des DTS promis, ont dans les faits été alloués à ce jour. L'autre étape, et peut-être encore plus importante, c'est quand est-ce que ces DTS sont mis à disposition des pays bénéficiaires. Et si le RST a été mis en place très rapidement, ce qui était une très bonne chose, en termes de décaissement, mais là encore, ce sont les données dont nous on dispose et peut-être il y a déjà de nouvelles données, mais nous, on en est resté à 1,4 milliard réellement arrivés, disons, dans les pays par le RST et le RSF. Donc, une chose que nous, on demande côté société civile, c'est que c'est très bien d'avoir 100 milliards, 108 milliards même de promesses. Maintenant, les donateurs doivent en fait transférer les DTS dans les fonds dédiés du FMI. Et côté FMI, bien évidemment, en coopération avec les pays bénéficiaires, aussi voir comment c'est possible d'accélérer le décaissement. On a beaucoup parlé du changement climatique. Un deuxième, et je pense que ça a été mentionné au début, un deuxième domaine dans lequel le RST peut intervenir, c'est la santé. Et je pense que c'est en particulier dans ce domaine-là que nous espérons que les choses vont s'accélérer parce qu'à la base, c'était une réponse, l'émission des DTS, la construction du RST, c'était une réponse à la pandémie du Covid. L'idée, c'était aussi de fournir des financements pour que les pays puissent mieux se préparer, mieux prévenir une éventuelle pandémie. Donc, je pense que même si, bien évidemment, l'urgence climatique est là et a besoin aussi de financement énorme, pas négliger ce côté-là. Donc, comment, en fait, améliorer la prévention et la préparation aux pandémies.
Un autre point qui nous tient à cœur, parce que tout ça, c'est seulement possible s'il y a assez de subventions. Donc les DTS, c'est très important, mais il faut aussi qu'il y ait la possibilité de subventionner les prêts, notamment pour qu'ils soient accessibles aussi à des pays à faible revenu, ça a déjà été mentionné, des pays très endettés. Donc je pense que ça, nous, on continue à le souligner. Et il ne faut pas l'oublier, c'est les DTS en soi, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ça fait partie tout un puzzle de financement, donc il faut ajouter la subvention. Et mon dernier point, qui rejoint aussi ce qu'avait dit déjà, je pense que William Roos l'avait mentionné, et bien évidemment aussi Madame Dabadi, c'est la question de par où passer pour réallouer les DTS. Donc, bien évidemment, on a le RST, heureusement, on a le PRGT. Maintenant, il y a la Banque africaine qui, avec la Banque interaméricaine, a travaillé à un mécanisme de capital hybride. On espère vivement qu'il va bientôt être opérationnel. Et pour ça, voilà, il faut avoir un certain nombre de pays qui est prêt et capable à réallouer des DTS via ce mécanisme, et d'autres pays qui peuvent le soutenir via une garantie, comme le fait déjà la France. Mais pourquoi c'est tellement important? En fait, il y a cette promesse des 100 milliards. Aujourd'hui, si on regarde, et là à nouveau je parle sous le contrôle du FMI, et si on a bien regardé, la capacité d'absorption du PRGT et du RST sont à peu près à 60 milliards, ce qui est déjà très bien, mais ce qui nous donne bien évidemment un différentiel de 40 milliards pour arriver aux 100 milliards. Après, on espère vraiment que là, les choses vont bientôt se débloquer pour ce nouvel mécanisme de capital hybride de la Banque africaine de développement, mais même là, on ne va pas arriver aux 100 milliards. Et en réalité, on parle toujours des 100 milliards, et heureusement, il y a eu cet engagement du G20, et pour nous, ça reste le cap. Mais en réalité, notamment les pays les plus riches avec des équilibres de balance stables, ont en fait la capacité de réallouer beaucoup plus de DTS. On pourrait même s'imaginer que le FMI, avec le soutien bien évidemment des États membres, procède à une nouvelle émission de DTS. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux 100 milliards à l'engagement de 2021, mais penser à moyen et long terme. Comment est-ce qu'on peut créer plus de canaux pour que les DTS puissent être utilisés, maximisés, je dirais que leur impact puisse être maximisé pour lutter contre les changements climatiques, pour mieux prévenir, préparer aux pandémies, et financer d'autres biens publics mondiaux, notamment dans les pays à faible et moyen revenu. Et du coup, il faut ouvrir en quelque sorte d'autres options. Il y a des options qui sont déjà discutées. Nous, ce qu'on soutient aussi avec des partenaires de la société civile, avec d'autres ONG, avec des think tanks, c'est qu'on pense que c'est maintenant le moment de réfléchir plus en détail à ce qu'on pourrait faire en plus de ce qu'on a déjà en termes d'outils, disons. Peut-être il y a des utilisations des DTS auxquelles on n'a pas encore pensé, bien évidemment en prenant en compte les contraintes qui existent, notamment du point de vue des banques centrales, et du coup de réfléchir, par exemple dans le cadre d'une commission, à de telles options. Et comme je disais, dans une perspective presque à long terme, éventuellement en préparant une nouvelle émission de DTS. Et j'aimerais juste pour, voilà, pour que ça ait été dit, une des options, par exemple, sur lequel aussi le Finance for Development Lab a travaillé, c'est les obligations de DTS. Il faut aussi, c'est peut-être aussi important pour ce débat de garder en tête que, alors maintenant il me manque le mot français, mais les institutions qui peuvent détenir des DTS, les prescribed holders, ça inclut donc des banques multilatérales, mais aussi par exemple le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, voilà, auquel on pense peut-être pas à première vue, mais c'est aussi intéressant si on pense au fait qu'on a aussi des manques de financement énormes
dans tout ce qui est adaptation au changement climatique, soutien à l'agriculture, lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc, je veux juste voilà, mentionner ces options, peut-être aussi en vue d'un autre webinaire à l'avenir. Et je l'avais dit, les DTS, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on pense que ça doit être un outil très important dans notre boîte. Mais il faut, par exemple, la subvention pour le faire fonctionner. Il faut aussi beaucoup plus de subventions pour d'autres sujets, notamment pour les pays les plus endettés. Je pense que là aussi, si on ouvre un peu la discussion, et je sais que là, il y a aussi beaucoup de choses, heureusement, qui sont en train de bouger, de réfléchir à d'autres options pour mobiliser davantage de financement. Donc, par exemple, tout le travail qui est fait en ce moment par la task force sur les taxes internationales qui est menée par la France, la Barbade et le Kenya. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour cet appel à la fois au Fonds monétaire international, mais surtout à la communauté financière pour qu'on trouve d'autres solutions innovantes pour à la fois pour tenir nos engagements et peut-être même aller au-delà des engagements des pays avancés sur le recyclage des DTS. Je vais tout de suite donner la parole à Madame Prita Mitra, chef de division au Fonds monétaire international, à la fois, puisque vous l'avez interpellé sur les chiffres actuels des déboursements sur le RSF, mais aussi sur la vision du FMI après la négociation de 17 programmes RSF. Et j'espère, mais ça reste encore très incertain, que nous aurons le ministère des Finances et du budget de la République de Côte d'Ivoire, car le RSS qui a été consenti le 15 mars à la Côte d'Ivoire est un des plus ambitieux, à la fois par son montant, 1,3 milliard de dollars, mais aussi par les réformes qui étaient la condition du déboursement. Et donc, j'espère que nous aurons tout à l'heure le ministère des Finances de Côte d'Ivoire. En attendant, je passe la parole à Madame Mitra du Fonds monétaire international pour répondre à toutes les questions qui ont été posées au début de ce panel et toutes les demandes de compléments, d'informations. Okay, merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de répondre aux questions, mais il y a beaucoup, je pense. Alors, pour commencer, on a jusqu'à ce moment, alors depuis octobre 2022, quand la RSF était opérationnalisée, jusqu'à aujourd'hui, on a 18 RSF et ça veut dire il y a et 2 tiers sont pour le montant maximum. Alors, c'est 8 milliards de dollars engagés et 1,6 milliard de dollars de décaissement jusqu'à aujourd'hui. Alors, la plupart des programmes, maintenant, ils sont pour à peu près 3 ans. Alors, les décaissements ça prend un peu de temps puisque c'est pendant une période de 3 ans. Alors, on ne met pas le programme marche comme ça, les pays font les réformes et puis on fait un décaissement. Alors, il y a un décaissement à peu près chaque 6 mois. C'est la raison pour laquelle on fait moins de décaissement qu'engagement jusqu'à ce moment. OK. Alors, maintenant, peut-être je vais tourner un peu à la question qui était proposée au niveau des comment cette facilité
s'intègre dans la boîte des autres outils de FMI et aussi avec, avec la gamme des financements à mobiliser pour le développement durable. Alors, le big picture. Et là, je pense qu'on peut regarder de deux façons. Alors, il y a les réformes et ici, la coordination, c'est très important. Alors, bien sûr, c'est la même, dans le FMI, c'est la même équipe qui regarde une RSF pour un pays et aussi tout autre type de programme du FMI. Alors là, on a automatiquement les réformes complémentaires entre les programmes du FMI. Mais ce qui est très important pour le long terme, bien sûr, c'est que les réformes soient complémentaires entre les programmes de tous les autres partenaires de développement, bien sûr la Banque mondiale. Et là, on a beaucoup, beaucoup de coordination, surtout au niveau de RSF, entre les institutions. Et c'est la coordination à headquarters ici à Washington, mais aussi surtout entre les représentants résidents des institutions et aussi les équipes d'assistance technique. Alors, c'est non seulement important d'avoir une série de réformes entre toutes les institutions, mais aussi une séquence de réformes et d'implémentation des réformes et d'avoir l'assistance technique pour toutes ces réformes. Alors là, c'est une grande coordination qui se passe entre toutes les institutions, la BAD inclus pour les pays africains. Mais maintenant, du côté du financement, la RSF, c'est beaucoup plus concessionnel que les autres facilités du FMI. Mais il n'y a pas d'éviction au niveau des financements fournis par la FMI, puisque une des conditions, comme on vient de dire ici dans cette discussion, c'est que la RSF a un programme parallèle de qualité UCT, une tranche supérieure de crédit, qui aide à soutenir les politiques pour la stabilité macroéconomique. Alors, il faut qu'ils soient là au même temps, les deux programmes. Alors, comme ça, on n'a pas d'éviction au niveau de financement qui vient du FMI. Aussi, le programme de UCT, c'est pour les besoins immédiats de la balance de paiement. Et de l'autre côté, la RSF, c'est pour les financements des politiques liées au changement climatique pour rendre la balance de paiement plus résiliente dans le futur. Alors, ça veut dire 5 ans, 10 ans de maintenant. Et là, c'est un point important, c'est que la RSF, c'est pour financer les politiques liées au changement climatique, par exemple, les politiques qui soutiennent l'adaptation, la mitigation, etc. Et la plupart des financements qui viennent des autres partenaires, c'est au niveau des projets. Alors, ils donnent aussi le financement pour les politiques, mais le financement pour les politiques continue d'être beaucoup moins que le financement pour les projets. Alors, comme ça, de cette manière, la RSF aide à augmenter le financement pour les politiques liées au changement climatique. Alors, comme ça, c'est aussi complémentaire. OK, j'arrête ici et peut-être vous avez des questions plus précises sur ça ou d'autres sujets liés au RSF. Merci. Merci, merci beaucoup, Madame. Est-ce que je peux me permettre de vous poser juste une question pour les pays qui sont à la limite du surendettement, je dirais. Comment est-ce que vous traitez leur cas
sachant que cette facilité peut les aider évidemment à surmonter l'atténuation, mais aussi l'adaptation au changement climatique, alors même qu'ils n'ont justement pas de marge de manœuvre du côté des ressources extérieures compte tenu de leur niveau de dette. Alors, OK, il y a plusieurs pays qui sont intéressés dans une RSA qui sont très, très endettés, on peut dire. Et on travaille avec quelques-uns de ces pays au niveau de Common Framework pour rendre la dette plus soutenable. Et puis après ça, ils peuvent avoir une RSA. Il y a les autres pays qui sont très endettés, mais la dette est toujours soutenable. Et pour ce pays, euh, ils peuvent avoir une RSF puisque la RSF est beaucoup plus concessionnelle que les autres programmes du FMI, on peut envisionner une RSF et aussi un programme de FMI de UCT qui ne décaisse pas, alors par exemple un PCI, euh, pour que les programmes du FMI n'augmentent pas la dette trop. Et comme ça peut aider les pays qui sont déjà très, très endettés. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'aurons pas la chance d'avoir Monsieur Adama Coulibaly, mais son conseiller, Monsieur Alex Poët, est en ligne. Comme je l'ai dit, nous avions demandé au ministre des Finances de la Côte d'Ivoire de venir donner son témoignage, car c'est un des plus récents dossiers traités au niveau de la RSF par le conseil d'administration du FMI. C'est aussi un des plus gros programmes, puisque c'est presque 1 milliard de DTS. Le plafond est 150% de la quote-part de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un programme qui va au plafond possible. C'est un programme décaissable sur 30 mois, donc remboursable comme tous les autres facilités, comme pour cette facilité sur 20 ans. Mais pourquoi une très longue durée de déboursement? Eh bien, parce que c'est un programme qui est aussi adossé à des réformes extrêmement ambitieux, des réformes qui sont prévues par la contribution déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris, révisé en 2022, et intégrée dans le plan national de développement et dans le rapport national sur le climat et le développement de la Banque mondiale. Et ça a été complété par différents plans nationaux d'investissement, et notamment l'initiative d'Abidjan lancée en 2015. Donc, c'est vraiment un programme de réforme très ambitieux qui s'appuie déjà sur un track record du programme FMI un préalable à la mise en place du RSS, qui était lui-même considéré comme un programme qui s'appuyait sur des réformes très significatives et aussi des performances économiques favorables. Et donc, c'était un cas intéressant. Monsieur Poët, je vous passe la parole. Est-ce que vous nous confirmez ce que je viens de dire sur l'ambition de ce programme lié à la RSF pour la Côte d'Ivoire? Bien, merci, Monsieur Cabriac. Je suis Alex Poué, conseiller technique du ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire. Bon, comme Monsieur Cabriac l'a dit, Monsieur le ministre ne pourra pas participer en raison d'une contrainte d'agenda au niveau du gouvernement. Donc, il a demandé que je sois là pour suivre les échanges. Concernant l'intervention sur le programme ivoirien, effectivement, je confirme les informations qui ont été partagées. C'est un programme où on a un décaissement un niveau d'accès de l'ordre de 150% de la quote-part que nous avons au niveau du FMI. C'est un programme robuste
avec une matrice de réformes nous avons 16 réformes majeures qui ont été adoptées. Voilà, donc je disais que la FRD a comme programme sous-jacent le programme économique et financier que nous avons adopté avec le FMI en 2020, en début d'année 2023, qui également a fait l'objet d'un décaissement de l'ordre d'un niveau qui a fait l'objet d'un niveau d'accès de l'ordre de 400%. Et concernant le cadre, on va dire, qui est en train d'être mis en place pour la conduite de la FRD, c'est un cadre qui est, on va dire, qui sera piloté au plus haut niveau par les plus hautes autorités, et également sur les aspects de mobilisation des financements, de coordination des financements également. Ces questions-là sont pilotées par le ministère en charge des Finances. Mais un élément important sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que ce programme-là les négociations se sont faites avec le FMI, et ce sont des négociations qui ont été véritablement participatives parce que les discussions ont impliqué tous les ministères techniques qui sont impliqués dans les questions climatiques, donc le ministère de l'Environnement, le ministère du Transport, le ministère des Eaux et Forêts, etc. C'était vraiment participatif. Ça a été vraiment participatif, et donc cela a permis d'adresser véritablement l'ensemble des problématiques que nous rencontrons au niveau climatique. Et cela s'appuie également, comme cela a été dit, sur le rapport. Il y a eu le rapport CCDA de la Banque mondiale, donc qui a été un document de base à l'élaboration à l'identification des mesures du programme. Mais également, nous avons bénéficié d'une assistance technique avec le FMI sur les questions d'incidence du climat au niveau fiscal. Donc, voilà globalement ce que je pourrais ajouter comme commentaire en plus de ce qu'a dit M. Cabriac. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour avoir suppléé le ministre au pied levé. Encore une fois, merci. Je voulais, avant de passer la parole pour conclure à Ishak Diwan, je voulais vous donner un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat et les transférer au FMI, les poser au FMI et voir aussi ce que Ishak Diwan, et j'en profite pour remercier d'ailleurs le Finance for Development Lab d'avoir participé à cette initiative avec donc la FERDI et la Banque de France, et voir ce que M. Ishak Diwan aussi peut apporter comme réponse à ces questions. Et donc, j'ai rassemblé essentiellement deux questions. La première question les premiers jeux de questions tournent autour des relations entre le RST et les autres instruments du FMI, et notamment au niveau de la conditionnalité. C'est le premier type de question. Il y a une autre question pour le FMI, mais qui a déjà été traitée, c'est l'impact de ces prêts, de cet instrument sur certains États en situation de risque d'endettement élevé. Et puis, peut-être deux questions. La première, c'est à la Banque africaine de développement. Peut-on envisager que des banques multilatérales de développement puissent également servir de relais pour employer une partie des ressources de la facilité de résilience et de durabilité? Et quelle synergie d'action entre la BAD et les banques régionales et d'autres banques régionales de développement, voire la Banque mondiale? Et puis, enfin, une dernière question concernant le secteur privé, pour savoir si les ONG peuvent bénéficier de la facilité
étant entendu que le secteur privé joue un rôle important dans les programmes de développement de certains pays. Voilà. Avant de laisser la parole aux panélistes pour répondre aux questions, je transfère la direction des débats à Ishak Diwan, que je remercie encore une fois d'être là pour conclure ce webinaire. Merci Bruno. Difficile de vous suivre. Jusqu'à maintenant, on a eu un webinaire très riche. Il a été beaucoup dit. Clairement, le sujet de la transition climatique est le grand sujet qui occupe toutes les institutions internationales et régionales aujourd'hui. Et on voit bien à travers ce qu'on a entendu ce matin chez moi aux États-Unis, cet après-midi chez vous, qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès dans ces derniers mois, dans ces 2 dernières années, après les décisions du sommet de Paris en 2015. Ça a quand même bougé très vite, mais on est quand même encore en début de chemin. On a quand même entendu beaucoup de réalisations. Le but est évidemment de passer, comme on le dit, des millions, des milliards vers les trillions. On n'y est pas encore, mais on a démarré sur la route déjà. Il y a quelques des progrès importants. Premièrement, on a parlé du financement. Quand même, ce but des 100 milliards de DTS réalloués a été atteint. C'est un grand premier but. Il reste beaucoup à faire. Il n'y a que 8 milliards d'alloués, il y a un peu plus d'1 milliard de décaissés, mais c'est un début. Mais du moins, la machine est maintenant en marche. Deuxième succès quand même, il y a 17 pays qui ont déjà profité de ce nouveau programme RSF. Il y avait beaucoup de questions sur est-ce que les pays accepteraient d'avoir un programme à peu tranche du fonds pour accéder à ce programme. Et cette complémentarité est au départ très importante parce que il faut stabiliser avant de pouvoir passer quand même à une croissance verte. Ça aussi, donc, c'est un signe de succès. Mais troisièmement, on a à peine commencé à parler des contenus de ce programme. Les contours commencent juste à se préciser. Je crois qu'on est quand même au début de cette aventure. On a parlé un peu, évidemment, de projets d'adaptation, de mitigation, mais on veut aussi passer à ces transitions équitables. On veut passer à une croissance verte. Donc, on est encore à se poser les premières questions sur le contenu des RST, leur conditionnalité, leur complémentarité à d'autres programmes du fonds, mais aussi à des projets de la Banque mondiale, de la BAD, pour pouvoir voir plus clairement quels sont ces programmes pays qui utilisent toutes ces facilités pour aller de l'avant dans cette transition verte. Je crois qu'on a déjà quelques cas. Le cas de la Côte d'Ivoire qui se construit est très important. Le cas du Kenya est sans doute important, vu qu'il combine RST avec plusieurs programmes du fonds qui s'ajoutent quand même à quelque chose comme 5-6 fois le quota des programmes ambitieux de la Banque mondiale. Donc, il reste aussi des questionnements très importants sur la question de la dette. Dans quelle mesure est-ce que la dette est une contrainte qu'on ne peut pas facilement dépasser sans innovation? Dans notre groupe, la finance pour le développement, on met beaucoup l'accent sur le fait que une facette importante de cette crise de la dette d'aujourd'hui est liée à la liquidité plus au manque de solvabilité et que, en vérité, ces programmes d'ajustement et de croissance verte, s'ils étaient mieux financés, aideraient beaucoup à résoudre les difficultés du moment, mais qu'il faut aussi se préoccuper des fuites
de ces fonds vers les anciens créditeurs des pays et donc trouver quand même des façons de minimiser ces pertes pour maximiser justement l'investissement pays. On a aussi parlé de comment mobiliser plus de SDR dans le temps, euh, dans les années à venir, et comment trouver de nouvelles institutions, de nouvelles façons de le réallouer pour générer plus de fonds pour aller vers ce trillion qui est la grande ambition internationale. Et aussi, il a été cité les efforts qui sont faits au niveau de la taxation internationale. Donc, il me semble beaucoup de progrès, mais en même temps beaucoup de challenges pour le futur, de progrès à venir. Et Bruno, comme tu l'as dit, il y a eu une série de questions. Je ne veux pas beaucoup y répondre, je les ai surtout relevées, mais je voudrais les repasser peut-être à nos panélistes. J'ai vu quand même euh, pas mal de questions sur le contenu de ces programmes RSF. Quelle est la conditionnalité? Comment est-ce que c'est lié à d'autres programmes du fonds et au programme Banque mondiale BAD? Pas mal de questions liées à la dette, comme contrainte, comment la dépasser. Quelques questions, comme vous l'avez relevé, au secteur privé. Et cette idée de blended finance, est-ce qu'elle commence à voir le jour ou elle reste une idée en l'air? Euh, la question de la vitesse de décaissement, est-ce qu'elle va s'accélérer? Euh, et j'ai aussi relevé une question pour Pauline, sur l'île Maurice. Quel signal voulez-vous envoyer? Est-ce que vous pensez que les pays du Sud peuvent euh, aider à accélérer le mouvement pour la relocation des DTS et peut-être pour en générer d'autres dans le futur? Donc, Bruno, voulez-vous qu'on fasse un dernier tour du panel, peut-être, avant de Oui, conclure? Il reste quelques minutes. oui, peut-être en passant la parole d'abord au Fonds monétaire international, puisqu'il y a le plus grand nombre de questions pour lui. Et Mhm. j'en rajouterai une. Quel est, sur la base de cette expérience, l'effet catalytique de la RSF? Merci à tous pour tous les commentaires, les réflexions et bien sûr les questions. Alors, peut-être je peux commencer avec la dernière question, l'effet catalytique. Nous allons regarder ça en plus de détails dans la revue, la réexamen intermédiaire, interim review de RSF. Alors, le rapport sera publié, ça va être discuté par notre board, je pense le 8 mai, mais après, tout de suite après ça, nous allons publier le rapport, alors tout le monde peut voir les détails. Et là, on a détaillé, le rapport va regarder plusieurs choses, mais une partie, c'est de regarder en détail les types de conditionnalités dans les programmes de RSF et combien, par exemple, est-ce qu'ils sont plus, il y a beaucoup de focus sur l'adaptation ou mitigation ou transition, et puis quelle est l'ambition, la profondeur, la criticalité de la conditionnalité, quel sera l'impact de cette conditionnalité. Alors, on va regarder tout ça dans le rapport. Alors, peut-être ça va répondre à ces questions, mais ces détails sont très importants pour voir le rôle catalytique des programmes, puisque c'est les réformes, en fait, qui vont catalyser le financement par les autres, y inclut le secteur privé. Mais puisqu'on vient de commencer la plupart des programmes, on n'a pas encore complété un seul programme de RSF. Alors, c'est difficile de voir encore en réalité combien
de milliards de dollars on a catalysé avec ces programmes. Mais bien sûr, on peut voir on a catalysé beaucoup de coopération entre tous les partenaires de développement. On travaille tous ensemble autour du RSF. Alors, ça aide à avancer les réformes. On peut voir ça, bien sûr. Mais au niveau de dette, une chose qui est très importante, c'est qu'à ce moment, le FMI et la Banque mondiale, quand on regarde la dette, on ne prend pas compte d'une manière systématique les effets long terme des changements climatiques et aussi des politiques qu'on prend maintenant. Alors, on travaille sur ça à ce moment et dans les mois prochains, dans à peu près, je pense, une année, nous aurons un rapport sur ça aussi pour déligner un peu comment on peut comment on peut avoir ces politiques de changement climatique, etc., d'une manière systématique dans nos analyses de la dette. Alors, ça va aider aussi et peut-être changer un peu notre point de vue sur la soutenabilité de la dette. Alors, c'est un point important. OK, peut-être j'arrête là et je passe la parole au BAD ou aux autres. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, comme il reste 2 minutes, Madame Dabadi, si vous voulez finalement conclure en répondant aux questions qui vous ont été adressées, notamment sur les problèmes de coordination des politiques climatiques et de coordination des financements des politiques climatiques que vous aviez déjà abordé dans votre intervention. C'est ça, donc merci beaucoup pour la question. Au niveau de la coordination, nous travaillons quand même avec des fonds verticaux, les autres banques multilatérales de développement, surtout pour aider les pays à mettre en place des programmes qui sont des programmes tout à fait logiques, qui répondent également donc, aux besoins. Je pense, un des problèmes, c'est que par moment, par exemple, les fonds verticaux sont un peu compliqués à accéder pour les pays, surtout des pays en voie de développement. Et donc, nous fournissons pas mal d'assistance technique pour les aider à même rédiger les demandes pour cela, en sachant que quand même le Green Climate Fund et autres fonds comme ça, ils sont assez importants à ce niveau. Et si je peux me permettre aussi à répondre à une question que je pense qui est aussi importante, et c'était comment on envisage l'utilisation d'une partie des DTS. Je pense que ça, c'est toute la question sur laquelle on travaille depuis 2 ans et quelques maintenant avec la Banque interaméricaine. C'est de permettre aux pays de prendre leur DTS et avec ces ressources d'acheter le capital hybride de la BAD, donc d'autres institutions. La question, bien sûr, de est-ce que, tout d'abord, quels pays peuvent le faire? Un certain nombre de pays européens ne peuvent pas le faire, mais il faut dire aussi qu'on a reçu beaucoup de soutien de la France, pour lequel je vous remercie. On aura à avoir un minimum de pays, donc qui sont 5 à souscrire, et 3 pays qui vont signer ce qu'on appelle des accords en fait de liquidité, de soutien de liquidité, bon, on va dire comme ça. Mais là, toute l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces montants d'une manière, je pense, de manière plus efficace, surtout si vous n'avez pas, vous-même, vous avez reçu des DTS que vous n'utilisez pas. Ça vous permet quand même de les utiliser, de pouvoir souscrire à ce nouveau instrument. Et en même temps, il ne faut pas oublier l'effet de levier qui est donc à peu près de 3 à 4 pour cet instrument. Donc, je pense que cela est très important.
nous sommes, j'espère, à la fin de ce travail. Nous espérons quand même que la FMI donc, va accepter la proposition qui a été faite afin de nous pouvoir d'aider les pays dont ils ont besoin. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous nous avez ouvert une fenêtre vers un prochain webinaire sur l'utilisation de ces fonds, sur leur allocation aussi par pays, parce que c'est une question comment ces fonds seront alloués par les banques de développement, à la fois par pays et puis par rapport aux biens publics, au financement des biens publics mondiaux. Voilà, ce séminaire arrive à sa fin. Il me reste à remercier vraiment chaleureusement tous les panélistes et puis à remercier aussi tous les auditeurs en ligne au nom de la FERDI, du Finance for Development Lab et de la Banque de France. Et donc, merci à tous.